Imaginez un petit matin. La brume flotte au-dessus du lac et l'air est si dense qu'on croirait pouvoir le toucher. Vous êtes sur la rive, le silence règne, et soudain, un clapotis. Léger, presque imperceptible. Elle sort des roseaux. Un canard ordinaire, du moins le croyez-vous. Il glisse sur l'eau comme si un fil invisible le tirait. Aucune vague, aucun effort. Seulement 2 yeux qui regardent en même temps vous, le ciel et le fond de l'eau. Aujourd'hui, tout tourne autour du canard. L'une des créatures les plus abouties, sur le plan de l'ingénierie, de toute la planète. Un oiseau dont le cerveau peut dormir à moitié. Un oiseau dont les pattes ne gèlent pas à moins 30 degrés. Un oiseau dont les canetons, à peine sortis de l'œuf, sont capables de choses que même les grands singes adultes ne savent pas faire. Restez jusqu'au bout. Au milieu de cette vidéo, un fait vous attend qui va bousculer votre idée de ce que signifie être un simple musique canard. C'est parti. Commençons par le corps, car le corps du canard n'est pas qu'un assemblage de plumes et de becs. C'est une construction sur laquelle la nature a travaillé pendant plus de 60 millions d'années. Oui, les canards, en tant que groupe, sont apparus à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Plus précisément, ils ont survécu à la même extinction massive, il y a 66 millions d'années, qui a rayé les tyrannosaures de la carte. Les dinosaures ont disparu, pas les canards. La famille des Anatidés compte plus de 130 espèces à travers le monde, de la minuscule sarcelle, qui pèse environ 300 grammes, à peu près le poids de 2 pommes, jusqu'à l'imposant idé à duvet, dont les mâles peuvent atteindre 2-5 kilos, et chacune de ces espèces est le fruit de millions d'années de sélection, chacune parfaitement adaptée à sa niche, écologique. Mais commençons par ce qui fait qu'un canard est un canard, les plumes. Car les plumes d'un canard ne sont pas qu'un simple revêtement. C'est une technologie que l'humanité n'a toujours pas réussi à reproduire entièrement. Le canard possède une glande spéciale à la base de la queue, la glande uropygienne. Elle sécrète une substance grasse que le canard récupère avec son bec et applique méthodiquement, plume par plume, sur tout son plumage. Ce processus s'appelle le lissage, un mélange de nettoyage et de graissage. Le canard y consacre jusqu'à 2 heures par jour, 2 heures de toilettage quotidien et minutieux. Et ce n'est pas un caprice, c'est une question de vie ou de mort. La sécrétion de la glande uropygienne crée une couche hydrophobe sur chaque plume. L'eau ne pénètre pas, elle glisse en gouttelettes. C'est de là, d'ailleurs, que vient l'expression « comme l'eau sur les plumes d'un canard ». Mais l'affaire ne s'arrête pas à l'huile. La structure même des plumes est un chef-d'œuvre de conception. Chaque plume de contour est composée d'un rachis, duquel partent des barbes, et de ces barbes partent de minuscules crochets, les barbules, qui s'accrochent, les unes aux autres, comme une fermeture éclair. Elles forment une surface si étanche que les gouttes d'eau ne peuvent physiquement pas atteindre la peau. Et sous les plumes de contour se trouve le duvet. Le même duvet de canard que l'on retrouve dans nos doudounes et nos couettes. Il emprisonne l'air, formant un coussin isolant. Quand le canard doit plonger, il comprime ses plumes et expulse l'air. Une fois remonté, il se secoue et la couche d'air se reconstitue en quelques secondes. Une solution d'ingénierie que tout concepteur de combinaison de plongée pourrait lui envier. Passons maintenant aux pattes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un canard reste tranquillement debout sur la glace alors qu'un être humain en chaussures fines ne sent plus ses orteils au bout de 5 minutes ? La réponse se trouve dans son système circulatoire et elle est magnifique. Dans les pattes du canard fonctionne ce qu'on appelle un échangeur de chaleur à contre-courant. Les artères qui transportent le sang chaud depuis le cœur vers les pattes longent de très près les veines qui ramènent le sang froid vers le corps. Le sang artériel chaud cède sa chaleur au sang veineux froid avant même d'atteindre les pieds. Résultat, le sang qui arrive dans les pattes est déjà presque froid. Et ce n'est pas un défaut, c'est une fonction, car plus la différence de température entre la pâte et la glace est faible, moins le canard perd de chaleur. Selon les études, les pattes d'un colvert ne laissent échapper que 5% de la chaleur corporelle totale. 5%. Chez l'humain, la tête à elle seule en laisse échapper 2 à 3 fois plus, et la température corporelle du canard se situe entre 40 et 1 degré Celsius. C'est plus élevé que chez l'humain.
Son cœur bat à environ 120 battements par minute au repos, presque 2 fois plus vite que le cœur humain. Et ce cœur, à 4 cavités comme le nôtre, est proportionnellement plus grand, plus puissant, plus efficace, rapporté à la taille du corps. Le canard est un moteur haut régime enfermé dans une carrosserie profilée. Et puisqu'on parle de carrosserie, parlons du bec. Le bec du canard n'est pas qu'une bouche, c'est un système de filtration. Sur les côtés du bec se trouvent des lamelles, de fines crêtes qui rappellent les dents d'un peigne. Le canard aspire de l'eau ou de la vase dans son bec, puis, avec sa langue, il pousse la masse à travers ses lamelles. L'eau ressort et la nourriture algues, larves, petits crustacés reste. Sur le plan du fonctionnement, c'est ce qui se rapproche le plus des fanons de baleine. Oui, le canard filtre l'eau, à peu près comme une baleine, en miniature. Je l'avoue, la première fois que j'ai découvert les détails de la structure du bec du canard, j'ai eu l'impression de lire la notice technique d'un appareil industriel. Tout est pensé, tout est précis. Et maintenant la vue. C'est là que le canard laisse l'être humain loin derrière. Nous sommes trichromates. Nos yeux contiennent 3 types de cônes, sensibles au rouge, au vert et au bleu. C'est de la combinaison de ces 3 canaux que naît toute notre perception des couleurs. 1 million de nuances peut être un peu plus. Impressionnant. Le canard regarde ça avec compassion. Le canard est tétrachromate. Il possède 4 types de cônes. Le 4e canal est réglé sur la plage des ultraviolets, des longueurs d'onde de 300 à 400 nanomètres qui, pour nous, n'existent tout simplement pas. Le canard voit des couleurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Pas des nuances de violet, de véritables couleurs à part entière, pour lesquelles nous n'avons ni mots ni voix nerveuse. L'étude des photorécepteurs du canard par microspectrophotométrie a révélé 4 pics d'absorption à 420, 452, 502 et 570 nanomètres. Chaque pic correspond à un canal d'information distinct. 4 dimensions de couleurs au lieu de nos 3. Mais pourquoi ? La réponse est simple et élégante. Les plumes de nombreux oiseaux réfléchissent les ultraviolets. Cela signifie que le canard voit le plumage de ses congénères d'une manière totalement différente de la nôtre. Un mâle qui, pour nous, semble simplement avoir la tête verte, scintille pour une canne dans un spectre inaccessible à l'œil humain. Elle évalue la qualité de son plumage, donc sa santé et sa génétique, à travers des canaux que nous ne pouvons capter, même avec une caméra. Le choix du partenaire, chez les canards, se joue littéralement dans une autre dimension, et son champ de vision atteint presque 360 degrés, une panorama quasiment complet. Ses yeux, placés sur les côtés de la tête, lui permettent de voir en même temps ce qui se passe devant et derrière elle. S'approcher d'un canard sans se faire repérer relève presque de l'exploit. Et sa vue de loin est 5 à 3 fois supérieure à celle de l'humain. Elle repère un prédateur à une distance où vous ne distingueriez même pas encore une silhouette. C'est ce qui m'a personnellement le plus marqué. On a l'habitude de considérer le canard comme une créature simple, alors que son système visuel est plus complexe que le nôtre, techniquement plus complexe. Il vit dans un monde visuellement plus riche que le nôtre, et nous n'en avons tout simplement pas conscience, parce que nous ne pouvons pas voir ce qu'il voit, lui. Le canard vole, tout le monde le sait, mais peu de gens comprennent à quel point cet exercice est extrême. La vitesse de croisière moyenne d'un colvert en migration est d'environ 82 km/h. C'est la vitesse d'une voiture sur une route de campagne, sauf qu'un colvert n'est pas une voiture. Il pèse un peu plus d'1 kilo et se déplace grâce à des muscles qui représentent environ 1/3 de sa masse corporelle. Le record de vitesse chez les canards revient au Arle UP. En 1960, un avion a poursuivi un vol de ces oiseaux et l'un d'eux a été enregistré à 160 km/h. 160. Pour un oiseau d'1,5 kg, c'est comme si un cycliste atteignait soudainement la vitesse d'une voiture de course. Mais la vitesse n'est pas tout, il y a aussi l'endurance. La bernache cravant migre depuis les côtes de l'Alaska jusqu'en Basse-Californie, environ 5000 km, sans une seule escale. 60 à 72 heures de vol ininterrompu, 3 jours entiers dans les airs. Au cours de ce trajet, l'oiseau perd près de la moitié de sa masse corporelle. La moitié.
Il se consume littéralement lui-même pour arriver à destination. Et le pilet à queue pointue, des canards élevés en Alaska, hivernent à Hawaï. Un vol d'environ 3200 km au-dessus de l'océan, sans le moindre lambeau de terre où se poser et se reposer. Si les forces viennent à manquer au-dessus du Pacifique, c'est la fin. Et pourtant, chaque année, ils repartent. Une femelle de pilet a été enregistrée à une vitesse allant jusqu'à 240 km par heure, portée par un vent favorable, parcourant environ 3000 km en 25 heures. À quelle altitude? Généralement entre 60 et 1200 mètres, mais il existe des exceptions à couper le souffle. En 1962, un avion à réaction a percuté un colvert au-dessus du Nevada à 6400 mètres d'altitude, soit 6-5 km. C'est plus haut que le camp de base de l'Everest. Et en 1954, une expédition sur l'Everest a retrouvé le squelette d'un pilet à 5000 mètres d'altitude. Franchement, quand je l'ai découvert, j'ai dû vérifier 2 fois. Un canard à l'altitude de l'Everest, ça sonne comme une invention, mais c'est un fait documenté. Arrêtons-nous un instant. Voici une question. Pour vous, avez-vous déjà vu des canards décoller de l'eau? Ce moment où ils courent sur la surface pour prendre de l'élan? Ou peut-être avez-vous vu un colvert s'élancer verticalement d'un seul coup? Dites-moi en commentaire où et quand vous avez observé des canards de près pour la dernière fois. Je suis curieux de savoir de quelle espèce il s'agissait. Et nous voici arrivés à la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont être cliqués sur cette vidéo. Le cerveau du canard, et ce dont il est capable, échappe à tous nos cadres habituels. Les canards possèdent une capacité appelée sommeil uni-hémisphérique à ondes lentes. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est en réalité simple et stupéfiante. Le canard peut éteindre un hémisphère de son cerveau et l'endormir, tandis que l'autre hémisphère reste en alerte. Un œil fermé, l'autre raclement de gorge ouvert. Une moitié du cerveau dort, l'autre monte la garde. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurophysiologie confirmée par électroencéphalographie. Une étude publiée dans la revue Nature en 1999 est devenue un classique du genre. Des chercheurs ont aligné des colverts en rangées et les ont équipés d'appareils enregistrant l'activité cérébrale. Les canards placés au milieu de la rangée dormaient, des 2 hémisphères à la fois, librement, profondément. Mais ceux situés en bordure, exposés du côté ouvert, ne dormaient que d'un seul hémisphère. L'œil tourné vers la menace potentielle restait ouvert. Mieux encore, les canards pouvaient basculer d'un mode à l'autre. Ils se retournaient de l'autre côté, et c'était alors le second hémisphère qui se reposait pendant que le premier prenait le relais de la garde. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est une gestion consciente de son propre cerveau. Le canard décide de quelle moitié de sa tête il va dormir. Essayez d'en faire autant. C'est ce qui m'a personnellement le plus fasciné dans ce sujet. Nous, les humains, nous ne parvenons même pas à contrôler l'instant où nous nous endormons. Nous nous allongeons et attendons que notre cerveau s'éteigne de lui-même, alors que le canard choisit hémisphère, gauche, droit ou les deux. C'est un niveau de contrôle sur sa propre neurophysiologie que nous n'osons même pas imaginer. Et ce n'est pas une bizarrerie propre à une seule espèce. Le sommeil uni-hémisphérique a été décrit chez les dauphins, chez certains phoques, chez de nombreux autres oiseaux, mais les canards font partie des espèces les mieux étudiées dans ce domaine. C'est justement sur eux qu'a été menée l'expérience qui a définitivement prouvé que les animaux peuvent contrôler quelle partie de leur cerveau dort. Et à quoi cela sert-il? À survivre. Le canard est une proie pour des dizaines de prédateurs. Renards, ratons laveurs, autours, hiboux, brochets, même de grosses grenouilles s'attaquent au caneton. La capacité à ne jamais dormir complètement fait la différence entre la vie et la mort. Surtout la nuit, surtout seul, surtout quand on se trouve en bordure du groupe. Et voici maintenant de quoi bouleverser complètement notre idée de l'intelligence des oiseaux. En 2006, le professeur Alex Kasselnik de l'université d'Oxford a publié dans la revue Science une étude qui a fait grand bruit dans la communauté scientifique. Son titre parle de lui-même. Les canetons développent par empreinte un concept relationnel de pareil ou différent. Qu'est-ce que ça signifie en termes simples? Des canetons âgés de seulement quelques heures après l'éclosion
faisait preuve d'une pensée abstraite, sans dressage, sans apprentissage, dès la naissance. L'expérience se déroulait ainsi. On présentait au caneton une paire d'objets en mouvement, par exemple 2 boules identiques. Le caneton mémorisait cette paire par empreinte, ce mécanisme qui pousse le petit à suivre le premier, objet qu'il aperçoit après son éclosion. Ensuite, on lui laissait le choix, suivre une nouvelle paire d'objets identiques entre eux, mais différents des premiers, par exemple 2 cubes, ou suivre une paire d'objets différents l'un de l'autre, une boule et un cube. Et le caneton choisissait la paire identique, non pas parce qu'il reconnaissait les objets précis, mais parce qu'il avait assimilé le principe même, l'identité. 3/4 des canetons faisaient le bon choix, sans entraînement, sans renforcement, sans essais répétés. Dès la première fois, ils ne mémorisaient pas les objets, ils mémorisaient la relation entre les objets. C'est de l'abstraction pure, une capacité qu'on attribuait auparavant uniquement aux grands singes, aux corvidés et aux perroquets, et encore, seulement après un long entraînement. Et là, on parle d'un caneton nouveau-né, âgé de quelques heures, qui pense déjà en catégories. Je me souviens que la première fois que j'ai lu cette étude, je me suis arrêté et j'ai relu le paragraphe 3 fois. Un caneton qui n'a que quelques heures de vie fait preuve d'une capacité cognitive que n'atteignent pas tous les singes adultes en laboratoire. Ça ne rentre dans aucun cadre habituel. À quoi cela lui sert-il ? À l'empreinte. Le caneton doit mémoriser sa mère dès les premières heures de sa vie, mais la mère n'est pas un objet statique. Elle bouge, se tourne, change de position. Le caneton doit reconnaître non pas une image précise, mais un schéma, un ensemble de caractéristiques. Pour cela, il faut de l'abstraction. La nature a inscrit dans le cerveau du caneton la capacité de penser par catégorie avant même qu'il ait vu le monde. Et cela soulève une question sérieuse. Si un caneton nouveau-né est capable de pensée abstraite, que se passe-t-il encore dans ce petit cerveau ? Que nous ignorons ? Il n'y a pas de réponse définitive. Les recherches sur les capacités cognitives des anatidés restent encore terriblement rares. Les scientifiques le reconnaissent eux-mêmes. Nous en savons 10 fois plus sur la pensée des corbeaux et des perroquets que sur celle des canards. C'est un territoire dont l'exploration ne fait que commencer. Dites-moi franchement, saviez-vous que les canetons sont capables de pensée abstraite ? Écrivez-le en commentaire. Est-ce une surprise pour vous ? Ou soupçonniez-vous déjà, derrière ce regard placide, quelque chose de plus sérieux ? Le canard est un être social et sa vie en société est bien plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord. Commençons par la voix. Le fameux coin-coin n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, les canards utilisent des dizaines de vocalisations différentes, chacune porteuse d'un sens précis. Un babillage doux, signal d'apaisement, tout va bien, pas de danger, un coin-coin aigu et fort, l'alarme. Une série de sons brefs, appel au rassemblement. De légers claquements et roucoulements, le contact entre la mère et ses petits. Et voici un détail intéressant. Le fameux coin-coin est principalement émis par la femelle. La voix du mâle est tout autre, un sifflement doux et étouffé ou un soupir rauque. Si vous entendez un fort coin-coin, vous avez très probablement affaire à une cane et non à un mâle. C'est l'un des moyens les plus fiables de les distinguer avant même que le plumage ne prenne sa livrée nuptiale. Les canetons commencent à communiquer avec leur mère avant même d'éclore. Ils piaillent à l'intérieur de l'œuf et la mère leur répond par de petits sons doux que les petits mémorisent. Une fois éclos, ils connaîtront déjà la voix de leur mère. L'empreinte ne commence pas au premier regard, elle commence au premier son, encore à travers la coquille. Parlons maintenant de la famille. La plupart des espèces de canards forment des couples saisonniers. La parade nuptiale commence dès l'automne et l'hiver, bien avant la nidification. Le mâle exécute des rituels complexes, des hochements de tête, une mise en valeur de son plumage, des postures caractéristiques dans lesquelles il tend le cou en émettant des sifflements. La femelle évalue tout cela avec exigence. Le choix du partenaire est une affaire sérieuse et sa vision tétrachromatique y joue un rôle clé. Elle évalue la qualité de son plumage dans le spectre ultraviolet, décodant des informations que nous ne voyons pas. Le couple se forme pour une seule saison. Ils passent ensemble quelques mois, renforçant leur lien en nageant, en se nourrissant et en se toilettant mutuellement. Mais quand la femelle commence à couver,
le mâle s'en va, généralement. Ce n'est pas un abandon au sens humain du terme. C'est une stratégie évolutive. Un mâle au plumage éclatant, près du nid, attirerait l'attention des prédateurs. Son départ est une forme de protection, et la femelle se retrouve seule pour affronter l'une des périodes les plus héroïques de la vie de n'importe quel animal. Pendant 28 jours, elle couve, mangeant à peine, buvant à peine. Elle ne quitte le nid qu'1 heure maximum par jour, le temps de manger rapidement, de boire, de s'étirer, puis elle revient. Elle s'arrache du duvet de sa propre poitrine pour garnir le nid et le garder au chaud. Elle donne littéralement une partie d'elle-même pour que les œufs restent au chaud. Une température d'incubation de 37, 5 degrés, une humidité de 55%. La canne maintient ses paramètres avec son propre corps, retournant les œufs 5 à 7 fois par jour pour que l'embryon se développe uniformément. 28 jours d'attente ininterrompue, presque immobile. Chez les canards de Barbarie, cette période s'étend jusqu'à 35 jours. Puis vient le moment de l'éclosion. Le caneton perce la coquille de l'intérieur grâce à une petite dent particulière, une minuscule protubérance sur le bec, qui disparaîtra quelques jours plus tard. Le processus peut durer de 24 à 48 heures. C'est un travail éprouvant, épuisant, pour un être qui ne pèse que 30 à 40 grammes, soit à peu près la moitié d'un œuf de poule. Mais voici ce qui est stupéfiant. Les canetons sont des nidifuges. Contrairement aux moineaux ou aux pigeons, qui naissent aveugles et sans défense, le caneton, quelques heures seulement après l'éclosion, voit, marche, nage et se nourrit tout seul. Il est couvert de duvet, ses yeux sont ouverts, ses pattes fonctionnent déjà. Après 1 jour, il suit déjà sa mère. Après 2 jours, il plonge. Ce n'est pas une croissance lente. C'est un départ immédiat, à plein régime, et il en a besoin, car le monde ne fait aucun cadeau aux canetons. Les statistiques sont impitoyables. Selon les études menées en Amérique du Nord, jusqu'à 60% des canetons meurent au cours des 30 premiers jours de leur vie. Rien que la première semaine concentre jusqu'à 84% de tous les décès. Les prédateurs en sont la principale cause. Les brochets attaquent les canetons par en dessous, les corneilles et les pies par en haut. Renards, ratons laveurs, visons, serpents, même de grosses grenouilles, tout ce qui peut attraper un caneton l'attrapera. Le taux de survie d'une couvée jusqu'à ce que les petits soient capables de voler, entre 50 et 70 jours, varie de moins de 10% à 70%. C'est une loterie, et la mère fait tout ce qui est en son pouvoir. Elle accompagne sa couvée, feint d'être blessée pour détourner l'attention d'un prédateur, émet des signaux d'alarme qui forcent les canetons à plonger immédiatement ou à rester parfaitement immobiles. C'est ce qui me touche toujours le plus, la mère. Canard n'est pas une simple machine à couver des œufs. C'est un être qui prend des décisions, qui risque sa propre vie et qui perd une partie de sa progéniture avec une régularité qu'on qualifierait, chez nous, de tragédie, et pourtant, elle recommence chaque année, chaque saison, encore et encore. Les relations entre le canard et l'être humain comptent parmi les plus anciennes et les plus ambivalentes du monde animal. La domestication du canard remonte, selon les sources, à une période allant de 2000 à 4000 ans. Le foyer principal se trouve en Asie du Sud-Est, sur le territoire de la Chine du Sud actuelle. Les premières mentions écrites de canards domestiques datent de la période des royaumes combattants, entre 475 et 220 et 1 avant notre ère. Une analyse génétique de 22 races de canards domestiques chinois, publiée en 2021, a confirmé que la quasi-totalité des canards domestiques du monde descendent du colvert sauvage et remontent à un unique événement de domestication survenu en Chine. Exception faite du canard de Barbarie, domestiqué séparément en Amérique du Sud par les peuples autochtones bien avant l'arrivée des Européens. 2 foyers de domestication indépendants, 2 espèces différentes, 2 continents distincts. Cela montre à quel point le canard était considéré comme une ressource précieuse par l'être humain dans différentes parties du monde. Dans l'Égypte antique, le canard n'a pas été domestiqué, mais activement chassé. Le pilet est l'espèce d'oiseau aquatique la plus fréquemment représentée dans l'art et les hiéroglyphes égyptiens. On a retrouvé des représentations de canards sauvages nourris de force peu,
être en vue d'obtenir un foie gras. Oui, le foie gras est une histoire qui commence peu, être non pas avec l'oie, mais avec le canard, sur les rives du Nil. En Chine, le canard est devenu partie intégrante de l'écosystème agricole. Dans les rizières, il remplissait une triple fonction. Il mangeait les nuisibles, éliminait les mauvaises herbes et fertilisait le sol grâce à ses déjections. Le riz et le canard. Une symbiose qui fonctionne depuis des millénaires et qui est encore utilisée aujourd'hui dans l'agriculture biologique à travers toute l'Asie du Sud-Est. Mais notre relation avec le canard n'a pas apporté que des bénéfices. Elle a aussi représenté une pression considérable. Le canard pilet a perdu 73% de sa population en Amérique du Nord entre 1966 et 2023. Le canard noir américain a vu sa population chuter de 87% aux États-Unis entre 1966 et 2019. L'eider à lunettes figure sur la liste des espèces menacées selon la loi américaine sur les espèces en danger depuis 1993. La sarcelle à yeux blancs est une espèce en danger d'extinction. Elle souffre de l'assèchement des zones humides, de la pollution et du braconnage. Les causes sont toujours les mêmes. Assèchement des zones humides, pollution des plans d'eau, artificialisation des berges, changement climatique qui décale les dates de migration et perturbe les itinéraires habituels, chasse légale et illégale. Dans les années 1950, les filets de pêche tuaient chaque année des dizaines de milliers de harels de cacahuis. Des dizaines de milliers. On entend souvent dire que les canards, ça ne craint rien, et c'est en partie vrai. Comparé à la plupart des oiseaux d'Amérique du Nord, les populations de canards s'en sortent effectivement mieux. Mais mieux qu'une catastrophe ne veut pas dire bien. Certaines espèces disparaissent en silence. Le harle à queue blanche du Brésil est l'un des canards les plus rares de la planète. Il n'en resterait que quelques centaines. Le canard de Bernier, à Madagascar, a été considéré comme éteint jusqu'en 1991, année où l'on a découvert la seule population survivante, comptant 20 individus. Voici une question pour vous. Avez-vous déjà nourri des canards dans un parc? Peut être avec du pain? Dites-le en commentaire. Et au passage, le pain est mauvais pour les canards. Il gonfle dans l'estomac, ne contient aucun des nutriments nécessaires et peut provoquer des malformations des ailes chez les jeunes oiseaux. Si vous voulez les nourrir, mieux vaut leur donner des graines, des petits pois, de la salade coupée ou une nourriture spécialement conçue pour les canards. Le canard est un véritable navigateur, et le système de navigation intégré à son cerveau n'est toujours pas entièrement compris par la science. Les canards s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. Ils possèdent une sorte de boussole interne, la magnétoréception. Des cristaux de magnétite présents dans les tissus de leur tête leur permettraient probablement de percevoir les lignes du champ magnétique, mais ce n'est qu'une partie du système. Les canards utilisent aussi la position du soleil, la disposition des étoiles, des repères visuels comme les rivières, les chaînes de montagnes, les littoraux. Ils combinent plusieurs systèmes de navigation à la fois, un peu comme un pilote qui disposerait à la fois d'un GPS, d'une boussole et d'une carte. Le canard est aussi un plongeur. Les canards plongeurs forment un groupe à part au sein de la famille. Ils plongent pour se nourrir, au lieu de filtrer l'eau depuis la surface comme le font les canards de surface. Et leur physiologie s'y prête. Lorsqu'un canard plongeur descend sous l'eau, son pouls ralentit. C'est ce qu'on appelle la bradycardie. Le flux sanguin est redirigé vers le cerveau et les muscles principaux, tandis que les tissus périphériques passent en mode d'économie d'oxygène. Le pouls d'un fuligule au repos avoisine 120 et un battement par minute. Sous l'eau, il descend à 77. Lors de plongées profondes et forcées, il peut chuter jusqu'à 46. Le cœur bascule littéralement dans un autre mode de fonctionnement. Le canard est aussi un véritable marathonien. Nous avons déjà parlé des vols migratoires, mais voici un détail supplémentaire. Avec un vent favorable d'environ 80 km par heure, un colvert peut parcourir 1200 km en 8 heures. 1200 km en une seule journée, sans se poser. Pour une créature d'un peu plus d'1 kilo, c'est une endurance inimaginable. Et voici encore une capacité dont on parle rarement.
Les canards sont capables de reconnaître les congénères avec lesquels ils ont grandi, même après une longue séparation. Ce n'est pas un simple sentiment d'appartenance au groupe, c'est une reconnaissance individuelle. Le canard se souvient d'individus précis, il possède une mémoire sociale, et les canards de Barbarie font preuve d'apprentissage social. Ils apprennent à éviter le danger en observant leurs congénères, non pas par leur propre expérience, mais par celle des autres. C'est un niveau de traitement cognitif élevé pour n'importe quel animal, et plus encore pour un oiseau que nous avons pris l'habitude de considérer comme stupide. Franchement, ça paraît presque incroyable, et j'ai dû vérifier plusieurs sources, mais non, ce sont bien des données confirmées. Les canards se souviennent, les canards apprennent, les canards prennent des décisions. Revenons au corps, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. Il existe des détails qui n'ont pas trouvé leur place dans le premier volet, mais qui sont trop intéressants pour être passés sous silence. La langue du canard est construite différemment de la nôtre. Elle est recouverte de petites soies et fonctionne comme un piston, poussant l'eau à travers les lamelles du bec. En une seule minute, un canard peut filtrer plusieurs litres d'eau. Plusieurs litres, c'est un rendement digne d'un procédé industriel à échelle miniature. Les plumes, maintenant, un colvert en compte environ 14 000 éléments distincts, chacun devant être nettoyé, graissé, remis en état, et le canard fait cela chaque jour. C'est comme si, chaque matin, vous deviez vérifier à la main 14 000 pièces d'un mécanisme et remettre chacune d'elles en état de marche. La mieux, maintenant. Une fois par an, les canards perdent d'un coup toutes leurs rémiges. En même temps, cela signifie que, pendant plusieurs semaines, généralement 3 à 4, le canard ne peut absolument pas voler. Il devient un oiseau incapable de s'envoler, vulnérable. Pendant cette période, les canards se cachent sur de grandes étendues d'eau dégagées, loin des rives et des prédateurs. Ils sont silencieux, prudents, presque invisibles. La période de mue est le moment le plus vulnérable de la vie d'un canard adulte. Pour moi, personnellement, cette découverte sur la mue a été une révélation. On a tendance à croire qu'un canard peut toujours s'envoler, mais non. Il existe une saison où il est littéralement rivé à l'eau et il le sait. Il choisit alors les plans d'eau les plus sûrs, change de comportement, devient un autre zoo. Ce n'est pas un instinct automatique, c'est un comportement adaptatif, encore un peu sur le cerveau, car le sujet est inépuisable. Chez les oiseaux en général, et chez les canards en particulier, le cerveau est structuré différemment de celui des mammifères. Chez nous, les fonctions intellectuelles sont concentrées dans le cortex cérébral, le néocortex. Chez les oiseaux, il n'y a pas de néocortex. À la place, il existe le pallium, une structure qui remplit des fonctions similaires, mais organisées différemment. Les neurones du pallium aviaire sont plus densément regroupés que dans le cortex des mammifères. Cela signifie qu'avec un volume cérébral plus réduit, les oiseaux peuvent traiter l'information de manière tout aussi efficace. Le cerveau d'un canard pèse environ 3 grammes, à peu près l'équivalent d'un grain de raisin. Et dans ces 3 grammes tient tout: le système de navigation, la mémoire sociale, la pensée abstraite, le pilotage d'un vol à 80 km/h, le contrôle du sommeil unihémisphérique. À titre de comparaison, le cerveau humain pèse environ 1400 grammes, et pourtant, il n'est capable ni de sommeil unihémisphérique, ni de magnétoréception. Les données précises sur les capacités cognitives des canards restent difficiles à obtenir, les recherches sont encore trop peu nombreuses, mais ce que l'on sait déjà est impressionnant. Les canards réussissent des tests de reconnaissance d'individus familiers. Ils font preuve d'une mémoire spatiale indispensable à la navigation. Ils apprennent à partir de l'expérience des autres et leur caneton, dès la naissance, maîtrise une forme de pensée abstraite. Tout cela dans un cerveau de la taille d'un grain de raisin. Un dernier fait sur la communication qui mérite d'être mentionné. Les canards ne communiquent pas uniquement par le son. Ils utilisent aussi des signaux visuels, la posture du corps, les mouvements de tête, la position de la queue. Quand un canard est inquiet, il tend le cou et resserre ses plumes. Quand il est détendu, son plumage est relâché, son cou est court, ses mouvements sont paresseux. Les autres canards du groupe interprètent ces signaux instantanément. Un seul canard inquiet,
et tout le groupe passe en état de vigilance. C'est un système de sécurité distribué qui fonctionne sans qu'un seul son ne soit émis. Et les canards vivant en groupe coordonnent aussi leur comportement, partagent des informations sur les sources de nourriture, synchronisent leurs déplacements et pratiquent une forme de vigilance collective. Certains se nourrissent, d'autres surveillent, et les rôles s'échangent. Ce n'est pas une foule désordonnée sur un étang, c'est une communauté organisée avec une répartition des rôles. Ce qui m'étonne le plus dans tout cela, c'est à quel point nous passons à côté de cette complexité. On arrive dans un parc, on voit des canards sur un étang, et on pense « ce ne sont que des canards », alors qu'en réalité, nous avons devant nous un système avec des rôles répartis, une reconnaissance individuelle, une communication multicanale et une prise de décision collective. Nous n'arrivons tout simplement pas à le voir. L'aile du canard mérite qu'on s'y attarde un instant. Chez les canards de surface, dits barboteurs, les ailes sont longues et effilées, des ailes conçues pour un vol de croisière, rapide et efficace sur de longues distances. Chez les canards plongeurs, les ailes sont plus courtes et plus arrondies. Elles offrent une impulsion puissante, mais moins économe en énergie. Les canards plongeurs compensent en battant des ailes plus fréquemment, plus vite, consommant davantage d'énergie au kilomètre, mais gagnant en revanche en maniabilité et en accélération puissante au décollage depuis l'eau. Et c'est là que se dessine une différence de tactique de décollage. Un canard de surface colvert, pilet, sarcelle peut s'élancer verticalement, littéralement bondir hors de l'eau et s'envoler. Un canard plongeur fuligule-morillon, fuligule-milouin n'en est pas capable. Il a besoin d'une course d'élan sur l'eau, tout comme un avion a besoin d'une piste de décollage. Il court, battant l'eau de ses pattes à la surface, prend de la vitesse et ne décolle qu'à ce moment-là. Ce sont deux solutions d'ingénierie fondamentalement différentes pour une même tâche, s'élever dans les airs. La masse des muscles de vol chez un canard représente environ 1/3 de sa masse corporelle totale. 1/3. C'est comme si, chez un être humain de 80 kg, 25 kg étaient constitués uniquement des muscles des bras. Avec une telle musculature, nous aussi sans doute saurions voler. Le canard est l'une des 3 espèces de volailles domestiques les plus répandues au monde, aux côtés de la poule et de la dinde. Le cheptel mondial de canards domestiques se compte en centaines de millions, la majeure partie étant concentrée en Asie. La Chine est, sans conteste, le leader mondial. On y élève des dizaines de races, sélectionnées pour des objectifs bien précis, la viande, les œufs, le duvet, l'esthétique décorative. Le duvet de canard reste l'un des meilleurs isolants thermiques naturels. Ses propriétés isolantes surpassent la plupart des matériaux synthétiques à poids équivalent. Une doudoune garnie de duvet de canard de haute qualité, pesant entre 400 et 500 grammes, à peu près l'équivalent d'un paquet de sucre, conserve la chaleur jusqu'à négatif 2 degrés et en dessous. C'est cette propriété qu'exploite toute l'industrie des vêtements d'hiver et du matériel de randonnée. Le canard de Pékin est une race devenue le symbole culinaire d'un pays tout entier. Le plat canard laqué de Pékin est connu depuis le XIVe siècle, sous la dynastie Ming. Il a plus de 600 ans. Peu de recettes traversent les siècles. Celle-ci l'a fait. Mais revenons à la nature sauvage, car c'est là que se révèle le véritable rôle du canard dans l'écosystème. Les canards participent à la dispersion des graines de plantes aquatiques. Ils avalent des graines dans un point d'eau et les rejettent dans un autre, aidant ainsi les plantes à se propager. Les canards sont aussi des bioindicateurs de la santé des plans d'eau. Si les canards disparaissent, c'est le signe que quelque chose ne va, pas avec l'eau. Leur présence, elle, indique que l'écosystème fonctionne correctement. Il existe également un projet qui montre à quel point les canards peuvent aider à rétablir un équilibre en agriculture. Au Japon, au Vietnam, en Indonésie et dans le sud de la Chine, on pratique la méthode dite « canard en rizière ». Des canards sont relâchés dans des rizières inondées. Ils y mangent les insectes, les nuisibles et les graines de mauvaises herbes, ameublissent le fond, fertilisent le champ avec leur déjection, le tout sans un seul gramme de pesticides. Les canards sont bien nourris, l'agriculteur fait des économies, 3 bénéfices en un seul geste. C'est exactement le genre de cas où la réponse à des
problèmes écologiques ne se trouvent pas dans un laboratoire, mais dans l'observation de la nature. Les paysans de la Chine ancienne l'avaient compris il y a des milliers d'années. Les agronomes d'aujourd'hui commencent tout juste à redécouvrir cette évidence. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si l'on vous proposait d'adopter un canard comme animal de compagnie, accepteriez-vous ? Dites-le en commentaire. Et au passage, les canards vivent plutôt longtemps. Un colvert sauvage vit en moyenne 5 ans, mais le record de longévité chez un colvert sauvage est de 29 ans et 1 mois, enregistré grâce aux données de bagages en Iowa. Et un canard domestique prénommé Mathusalem est entré dans le livre Guinness des records, ayant atteint 28 ans et 3 mois. C'est une durée de vie comparable à celle d'un chat ou d'un chien. Revenons à ce qui se passe après l'éclosion, car l'histoire de la maternité chez le canard mérite d'être racontée plus en détail. La mère canard ne se contente pas de conduire ses petits jusqu'à l'eau. Parfois, elle doit parcourir avec eux plusieurs kilomètres. Le nid peut se trouver loin du point d'eau le plus proche, dans un grenier, sur le toit d'un immeuble, dans le creux d'un arbre, voire dans un pot de fleurs sur un balcon. Oui, les canards nichent dans les endroits les plus inattendus. Les colverts urbains construisent régulièrement leurs nids sur les toits d'immeubles à plusieurs étages, et lorsque les canetons éclosent, il leur faut sauter de plusieurs étages de hauteur. Un caneton d'à peine un jour, pesant 30 grammes, saute du toit et survit. Son poids minuscule et sa couche de duvet agissent comme un amortisseur. Il flotte littéralement dans les airs comme une petite boule de duvet, puis commence la marche vers l'eau. La mère ouvre la marche, les canetons la suivent en file indienne. Ils traversent routes, parkings, trottoirs, parfois même plusieurs voies de circulation. Et c'est là que se révèle quelque chose qu'on ne peut décrire autrement que comme du courage. Elle ne court pas. Elle marche calmement, avec assurance, car la panique se transmettrait à ses petits et briserait leur formation. Elle guide, elle contrôle le rythme, s'arrête pour attendre les retardataires. Si l'un des canetons se retrouve coincé, elle revient le chercher. Et voici un dernier détail qui m'a particulièrement touché. La canne sait recourir à ce qu'on appelle une parade de diversion. Si un prédateur s'approche de sa couvée, la mère se met à traîner une aile au sol, feignant d'être blessée. Elle joue les blessés. Le prédateur reporte alors son attention sur cette proie facile en apparence et la suit. La mère la tire loin de ses petits, lentement, de façon convaincante, sans en faire trop. Et quand le prédateur est enfin suffisamment éloigné, elle guérit en un clin d'œil et s'envole. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est une véritable ruse tactique. Le canard évalue la distance, le comportement du prédateur, le niveau de danger, et prend la décision de tenter une manœuvre risquée, susceptible de lui coûter la vie. Nous avons parlé de la vision tétrachromatique, mais nous n'avons pas mentionné un détail qui rend la vue du canard encore plus extraordinaire, les gouttelettes d'huile. Dans les cônes de l'œil du canard, devant chaque photorécepteur, se trouve une minuscule goutte d'huile d'une couleur bien précise. Ces gouttelettes agissent comme des filtres optiques. Elles restreignent la plage de longueur d'onde qui atteint le récepteur, augmentant ainsi la précision de la perception des couleurs. C'est un peu comme si vous regardiez le monde à travers toute une série de filtres photographiques professionnels, mais intégrés directement dans la rétine. Résultat, le canard distingue des nuances qui, pour nous, semblent parfaitement identiques. 2 feuilles, que nous qualifierions toutes deux de vertes, peuvent, pour un canard, être aussi différentes que le rouge et le bleu le sont pour nous. Le monde du canard n'est pas simplement plus lumineux que le nôtre. Il est plus détaillé, plus granulaire, plus riche en informations. Et il y a encore autre chose. Les canards perçoivent la lumière polarisée. La lumière réfléchie par une surface d'eau est partiellement polarisée, ces vibrations se produisant principalement dans un seul plan. Nous ne le voyons pas. Le canard, si, cela l'aide à s'orienter au-dessus de l'eau, à repérer des plans d'eau depuis une grande altitude et joue probablement un rôle dans sa navigation lors des migrations. Puisqu'on parle de l'intelligence du canard, il convient de mentionner un autre aspect, l'apprentissage par observation. Des études ont montré que des canards de Barbarie, ayant observé un congénère recevoir un stimulus désagréable en lien avec un objet précis, évitaient ensuite eux-mêmes cet objet sans avoir eux-mêmes vécu d'expériences négatives.
ils apprenaient des erreurs des autres. On appelle cela l'apprentissage social, et c'est considéré comme l'un des marqueurs d'une intelligence développée dans le règne animal. De plus, des canetons non entraînés sont capables d'imiter le comportement de congénères dressés pour accomplir de nouvelles tâches. Ils observent comment un autre caneton résout un problème, puis reproduisent cette solution. Ce n'est pas de l'essai-erreur, c'est de l'apprentissage par imitation, une capacité que ne possèdent même pas tous les mammifères, sans même parler des autres oiseaux. La mémoire spatiale des canards est également impressionnante. L'hippocampe, la région du cerveau responsable de la navigation spatiale et de la mémoire, est nettement plus développée chez les espèces migratrices que chez les espèces sédentaires. C'est logique. Pour retrouver chaque année le chemin de l'Alaska jusqu'à Hawaï, à travers 3000 km d'océan ouvert, il faut une capacité remarquable à mémoriser des itinéraires et des points de repère. Les scientifiques pensent que les canards se construisent une sorte de carte mentale, un modèle spatial interne de leur territoire, qu'ils mettent à jour à chaque migration. Et voici de quoi méditer un instant. On parle souvent de cervelle de canard. Pour désigner la bêtise, on utilise le mot canard comme synonyme de quelque chose de bête, de simpliste, de sans importance. Alors qu'en réalité, nous avons devant nous un être capable de pensée abstraite dès la naissance, d'apprentissage, social, d'imitation, de mémoire spatiale, de communication multicanale et de contrôle conscient de son propre sommeil. Il semblerait bien que la bêtise ne soit pas du côté du canard. Il semblerait bien qu'elle soit plutôt dans notre regard sur lui. Les canards ont joué un rôle inattendu dans l'histoire de la médecine et de la virologie. Les canards sauvages constituent l'un des principaux réservoirs naturels du virus de la grippe de type A. Dans leurs intestins, le virus peut se multiplier sans provoquer aucun symptôme de maladie. Le canard traverse un continent entier, transportant une souche virale d'une région à une autre. C'est précisément pour cette raison que les ornithologues et les virologues travaillent main dans la main. En suivant les routes migratoires des canards, les scientifiques parviennent à anticiper de potentiels foyers de grippe. En 1997, lorsque la souche H5N1 pour la première fois, déclenchait une alerte à l'échelle mondiale, les canards sauvages ont constitué l'un des maillons clés du suivi. Comprendre quelles espèces sont porteuses du virus et vers où elles migrent est devenu une composante essentielle du système mondial de surveillance épidémiologique. Les canards se sont révélés être bien plus que de simples oiseaux, de véritables indicateurs de la sécurité biologique à l'échelle planétaire. Mais il y a aussi un revers à la médaille. Les canards eux-mêmes sont étonnamment résistants à des virus qui, chez d'autres oiseaux, se révèlent mortels. Leur système immunitaire fait l'objet d'études approfondies de la part des immunologistes. Comment un si petit organisme, doté d'un cerveau de 3 grammes, parvient-il à résister à des virus qui déciment poules et dindes? La question n'a pas encore reçu de réponse complète, mais les scientifiques supposent que des millions d'années de coévolution avec les virus grippaux ont forgé chez eux une résistance qu'on pourrait presque envier. Je dois l'avouer, cela a été pour moi une véritable découverte. Le canard n'est pas seulement un sujet de surveillance vétérinaire, c'est aussi une clé pour comprendre les mécanismes d'évolution des virus et peut être même pour développer de nouveaux vaccins. Un dernier aspect du vol mérite qu'on s'y attarde, son coût énergétique. Le vol est le mode de déplacement le plus énergivore du règne animal. Pendant le vol, un canard consomme 12 à 15 fois plus d'énergie qu'au repos. 12, 15 fois plus. C'est comme si, en marchant tranquillement, vous vous mettiez soudain à brûler autant de calories qu'un marathonien en pleine course. C'est justement pour cette raison que les canards constituent des réserves de graisse avant de migrer. Ils font littéralement le plein. Ils mangent plus que d'habitude, accumulant de la graisse sous-cutanée, qui servira de carburant pour le trajet. Certaines espèces augmentent leur masse corporelle de 30 à 50% avant le début de la migration. Près de la moitié de ce poids supplémentaire sera brûlé en vol. Le canard calcule ses ressources, non pas mathématiquement bien sûr, mais physiologiquement, avec une précision étonnante. Encore un détail. Les canards volent en formation en V et pas seulement pour l'esthétique. L'aérodynamique de cette formation
permet à chaque oiseau, à l'exception de celui qui ouvre la marche, de profiter du courant d'air ascendant créé par les battements d'ailes de l'oiseau qui le précède. Une économie d'énergie pouvant atteindre 25%. L'oiseau de tête s'épuise plus vite, c'est pourquoi les canards changent régulièrement de position. C'est une véritable optimisation collective, un vrai travail d'équipe dans les airs, à une vitesse de 80 km/h. Et nous voici arrivés à la fin. J'aimerais, pour conclure, non pas simplement énumérer d'autres faits, mais m'arrêter un instant pour réfléchir. Le canard est une créature que nous croisons tous les jours sans vraiment la remarquer. Il nage sur les étangs des parcs, cancane à l'aube, s'envole à l'automne et revient au printemps. Nous nous y sommes habitués. Nous pensons tout savoir de lui, alors qu'en réalité, nous ne savons presque rien. Nous ne savons pas comment il voit le monde dans des couleurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous ne savons pas comment il dort, choisissant lui-même quelle moitié de son cerveau reposer. Nous ne savons pas que ces petits, à peine nés, pensent déjà en catégories abstraites, devançant en cela des grands singes, pourtant longuement entraînés. Nous ne savons pas qu'il a survolé l'Everest, à une époque où l'être humain, lui, ne savait même pas encore voler. Le canard est la preuve vivante que « simple » et « ordinaire » ne signifie pas « compris ». Nous le regardons de haut, au sens propre comme au figuré. Nous lui jetons du pain et nous continuons notre chemin. Et lui reste là, avec un cerveau capable de contrôler son propre sommeil, des yeux capables de voir les ultraviolets, un corps façonné par 60 millions d'années d'évolution. Peut être que le problème n'est pas que le canard soit simple. Peut être que le problème, c'est que notre regard, à nous, est trop superficiel. Nous cherchons le génie chez les dauphins, chez les éléphants, chez les grands singes, alors qu'il est là, juste sous nos yeux, nageant tranquillement sur l'étang d'un parc urbain, silencieux, paisible, avec 4 dimensions de couleurs dans les yeux et une pensée abstraite logée dans un cerveau de la taille d'un grain de raisin. C'est sans doute la créature la plus sous-estimée de la planète. Ni exotique, ni lointaine, ni encore menacée d'extinction, simplement trop ordinaire pour que l'on prenne le temps de s'arrêter et de vraiment la regarder. La prochaine fois que vous verrez un canard sur l'eau, arrêtez-vous. Pas une seconde, 1 minute entière. Observez comment il se déplace, comment il regarde, comment il écoute. Et rappelez-vous que, sous cette apparence tranquille, fonctionne l'un des organismes les plus complexes que l'évolution ait jamais créés. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, ne restez pas indifférent, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Planète Sauvage pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Prenez soin de la nature et à très bientôt.